Bonjour, je suis Marie-Pierre Bousquet, je suis professeure au département d'anthropologie de l'Université de Montréal et j'ai dirigé le numéro Confinement, crise sanitaire et épidémie chez les autochtones. Il y avait énormément à dire parce qu'il y a une très longue histoire d'impact des épidémies chez les autochtones, pas uniquement au Canada, mais ailleurs dans le monde. Et le numéro en lui-même comprend 14 articles, y compris l'introduction, qui portent sur une variété à la fois de pays, mais également d'expériences et d'épisodes historiques, de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours, qui parlent du Canada, mais également d'autres pays, notamment d'Amérique du Sud, et également qui s'intéresse à des impacts sur des institutions comme l'ONU par exemple, mais également la façon dont ça peut se répercuter dans les arts. Alors en fait, au départ, les épidémies se sont fait sentir de façon très forte, ont eu des gros impacts dès le début de la conquête. Ça se voit d'ailleurs à la fois dans les récits oraux, mais également dans tout ce qui est les histoires, l'imaginaire, les arts. Alors on peut citer notamment des épisodes comme la variole, mais également la tuberculose, et puis en fait toutes les maladies infectieuses. La grippe plus proche de nous au XXe siècle a énormément marqué les esprits. La tuberculose était considérée par exemple au Canada comme une maladie touchant plus les autochtones que les autres. Il y avait même des hôpitaux indiens qui étaient réservés donc, aux membres des Premières Nations. Donc cette histoire est très longue et curieusement elle n'a pas forcément été si étudiée que ça, puisque si on devine en fait l'impact de ces épidémies dans beaucoup d'articles et de documents en général, ces impacts se perçoivent dans quelques paragraphes ou dans le nombre de morts, mais pas forcément, on ne sait pas forcément grand-chose sur les comportements des gens. Et c'est ça qui a particulièrement intéressé plusieurs des auteurs du numéro, et surtout pour renverser des idées reçues qui étaient en fait des points de vue de non-autochtones sur des réactions d'autochtones. Donc ça c'est quelque chose qui est assez visible dans le numéro. Prenons un exemple. En Nouvelle-France, mais je dirais même beaucoup plus proche de nous que ça, les autochtones étaient considérés comme ayant des comportements totalement irresponsables et ayant des facteurs aggravants sur eux devant les épidémies. Or, les recherches qui vont apparaître dans ce numéro montrent que ça n'est pas du tout le cas. Au contraire, certaines attitudes qu'on peut considérer comme très modernes sont suivies de façon très ancienne par des populations autochtones. Par exemple, se confiner, ne pas accepter de s'approcher des personnes qui sont contaminées, donc se retirer, aller plus loin. Avoir donc des pratiques qui vont protéger les populations et qui vont donc totalement contre ce que pensaient les autorités au sujet des autochtones. C'est également donc un regard également sur le colonialisme médical, un terme qui est fort mais qui est expliqué par plusieurs des auteurs du numéro avec différentes définitions, mais pour montrer qu'en fait dans ce colonialisme médical, les autorités médicales non seulement apportaient des soins et des secours, mais également en profitaient pour évaluer les populations et une manière aussi de les classer dans des échelles de plus à moins civilisées. Et évidemment, c'était toujours au détriment des autochtones, ce qui faisait que les politiques publiques qui étaient ciblées envers les autochtones étaient extrêmement paternalistes et ne tenaient pas forcément compte des véritables réactions des gens. On perçoit qu'en fait les autochtones comprennent très bien ce que c'est qu'une épidémie, qui apporte les épidémies, comment elles se répandent. On traite également des épidémies contemporaines. Déjà, on a pu voir, par exemple dans les journaux, que certaines Premières Nations, aux États-Unis notamment, se sont retrouvées en première ligne, c'est-à-dire ont particulièrement souffert de la Covid-19.
parce qu'elles n'avaient pas accès à des soins. Et on voit que la Covid-19 a pu aussi se répandre dans certaines populations ailleurs, en Amérique du Sud notamment, par des personnes étrangères qui venaient, alors ça peut être des orpailleurs, ça peut être en tout cas toutes sortes d'exploiteurs, et ces populations n'étant pas du tout bien servies par leurs États respectifs, elles ont été vraiment laissées tomber, donc elles ont souvent pu avoir leur salut grâce aux réseaux sociaux qui ont pu mobiliser du soutien pour pouvoir venir en aide à ces populations autochtones. Alors il y a 13 articles et il y a une introduction. Ça couvre à la fois des questions qui portent sur des questions historiques, mais également des questions contemporaines, comme les questions de souveraineté alimentaire, parce que justement les confinements ont fait parfois que les gens n'avaient plus vraiment accès à des marchés qui leur permettaient de se réapprovisionner de façon correcte. Le fait aussi qu'un certain nombre de communautés ont été fermées pendant la Covid-19 et comme ce n'était pas forcément possible de confiner dans les maisons, étant donné que parfois les maisons sont surpeuplées, les communautés ont parfois trouvé des alternatives et ont considéré que la communauté elle-même était une bulle pour permettre aux gens de respecter les consignes de santé publique. Donc il y a toutes sortes de moyens qui ont été mis en œuvre et qui sont abordés dans le numéro. Ce que montre le numéro, c'est toutes les inégalités qui étaient déjà connues, mais disons que la Covid-19 les a particulièrement mis en valeur. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment d'excuses quand on regarde la façon dont elles ont affronté cette épidémie pour dire oh, on ne savait pas ou autre. On voit très bien quels ont été les facteurs de vulnérabilité, ce qui ne sont pas nouveaux, et l'urgence en fait d'agir, c'est-à-dire que on voit bien que les priorités sont connues, les plans d'action, il y en a eu des tonnes, qu'il n'est pas forcément nécessaire de produire encore des tonnes de rapports, mais que c'est très important à la fois, première chose, de consulter les populations autochtones et ensuite de mettre en œuvre toutes les recommandations qui ont déjà été faites. Alors il y a sans doute plusieurs leçons à retenir du numéro. Il est à noter qu'aucun des articles n'a été écrit par des spécialistes de la santé. Et ça a été voulu comme ça d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont écrit par des historiens, ils ont écrit par des anthropologues, par des sociologues et par d'autres personnes qui sont en sciences sociales. Mais qui s'intéressent tous évidemment à la santé et qui en ont une bonne connaissance de ça. Alors la première leçon peut-être, qui est la plus évidente, c'est très important de connaître le passé pour éviter de refaire les mêmes erreurs au présent. Très souvent, le passé nous enseigne qu'il existe des savoirs et qu'il y a des manières de faire qu'on ne devrait pas reproduire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième leçon qu'il faut retenir de ce numéro, c'est qu'il faut éviter de prédire les comportements des différents peuples autochtones en se basant uniquement sur le passé. Par exemple, une Première Nation ou une autre nation autochtone peut avoir eu des très mauvaises relations avec le personnel hospitalier, peut avoir été cobaye dans des expériences médicales, peut avoir eu une histoire de colonialisme médical particulièrement lourde, peu importe. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement on peut en déduire que cette Première Nation ou cette nation va refuser des choses qui sont apportées par des spécialistes de la biomédecine, des consignes de santé publique ou une campagne de vaccination par exemple. Il faut vraiment se garder de ça parce que souvent on peut passer complètement à côté de la traque, et puis ça peut être aussi à l'intérieur de cette Première Nation, il y a une diversité d'opinions. Il y a partout une diversité d'opinions. Il y a toujours des débats internes et qui font que tout est toujours plus complexe et nuancé que ce à quoi on peut s'attendre.